Mais est-ce que tous, ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas du tout? Ah, tout le monde me connaît, super. Donc vous savez que je suis chercheur en écologie forestière. Et l'année dernière, je vous avais présenté déjà un petit peu mes travaux. Puis entre-temps, j'ai quand même avancé. Le but, c'est de vous présenter un peu la suite et de discuter un peu avec vous comment on fait un projet de recherche, comment on monte une expérimentation, qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique, etc. Donc, comme l'année dernière, hein, c'est un échange. Hein, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, etc. Faut qu'on interagisse. Je vais peut-être parler un petit peu du parcours universitaire qu'il faut faire pour être chercheur. S. Ah bah, que chercheur. Moi, je fais S, je suis chercheur en écologie, puis là, vous êtes en sciences de la vie et de la terre, donc S, oui, mais tu peux être historien, tu peux faire des recherches en histoire, en sociologie, tu peux faire... tu as pas mal de disciplines que tu peux faire, donc c'est pas forcément S, mais oui. Un doctorat plus une thèse. Oui, oui, si tu veux, c'est la même chose, ce sont des synonymes. Un doctorat et une thèse, c'est synonyme. Mais le diplôme, en fait, le diplôme, c'est le doctorat. Souvent, en France, pas dans toutes les langues, mais en France, on a tendance à appeler la thèse aussi le manuscrit de thèse, tu sais, le rapport que tu rends à la fin. Mais en fait, c'est la même chose. Tu peux appeler aussi une thèse le doctorat. Mais c'est ça, il faut un doctorat. C'est pour ça qu'il y a docteur avant, là. C'est le seul moment où je peux un petit peu me vanter d'avoir docteur devant, alors que je suis incapable de soigner des gens, mais je peux quand même mettre ce préfixe grâce à mon diplôme docteur. Donc voilà, et avant d'arriver jusqu'au doctorat... Licence master. Ouais, donc en fait vous êtes déjà opérationnel, la licence master. Ouais, il y en a Je suppose que vous commencez peut-être un peu à réfléchir pour vous, pour ce que vous voulez faire après aussi. Et ce qu'il faut savoir, donc, forcément pour la recherche, c'est une licence, donc on peut faire, moi j'ai fait une classe préparatoire, puis j'ai récupéré ma 3e année après de licence, mon master et mon doctorat, mais il faut savoir que dans un laboratoire, vous n'avez pas que des chercheurs, surtout en écologie, si j'avais pas d'ingénieur ou de technicien qui m'aide sur mes expérimentations, en électron libre comme ça, toute seule, je fais pas ma recherche là. Donc si la recherche vous intéresse, mais que vous voulez pas aller jusqu'à chercheur, vous savez que vous avez d'autres métiers qui tournent autour de la recherche, sans être pour autant chercheur. Vous pouvez être ingénieur de recherche, technicien spécialisé, technicien de laboratoire, il y a beaucoup de métiers. Si vous voulez vivre faire un métier dans un labo de recherche, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au doctorat. Vous pouvez avoir une licence ou un master pour travailler quand même dans le domaine de la recherche. Ça, je trouvais ça important de vous le dire là, parce qu'il y a des gens justement qui préfèrent, si vous adorez maniper par exemple, et que vous adorez faire les expérimentations, vous préférez peut-être être technicien ou ingénieur plutôt que chercheur si vous n'aimez pas analyser les données et puis écrire les articles scientifiques par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, moi je savais en fait je sais depuis toujours que je veux faire de l'écologie. Peut-être pas chercheur, mais de l'écologie je le savais depuis toujours. À votre âge à peu près, je savais que j'allais sûrement faire des études longues et la recherche ça commençait à me faire de la pelle du pied. Mais arrivé en licence, moi je savais que c'était l'écologie, j'avais de la biologie, j'avais de la génétique, de la biologie cellulaire, etc. Ça m'intéressait, mais c'était pas non plus mon truc suprême. Là. Moi je voulais avoir des arbres, de l'écologie, et j'attendais que ça. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez une idée de métier que vous voulez faire, vous savez les études, vous savez le master que vous voulez, c'est possible par exemple que la première année ça vous intéresse, entre guillemets, moins, mais lâchez pas. Parce qu'après, moi je me suis éclatée en master. Là j'ai aimé, mais bon, arrivé en master, c'était ouh, là je fais vraiment ce que j'aime. Bon, avant j'ai pas lâché là pour arriver là. C'est ça que je veux vous dire. Surtout lâchez pas. Vous allez voir, souvent après on se spécialise dans ce qu'on veut vraiment. Et ça vaut pour beaucoup de filières et pour beaucoup de métiers différents, je pense. Maintenant, à votre avis, en quoi consiste le métier de chercheur? Chercher. Ouais. Là je vais vous rappeler des souvenirs avec des histoires d'une petite boîte noire. Oui, Vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là l'année dernière avec la boîte noire? on sait pas ce qu'il y a dedans.
Ouais. Mais je vous le dirai toujours pas. Hein. Je vous le dirai toujours pas. Mais pourquoi je vous ai fait cette expérience-là de la boîte noire ? C'est ça, parce que dans mon métier, il n'y a jamais personne qui va me dire « Oui, tu avais raison » ou « Tu avais tort » ou « Oui, c'est bon » ou « C'est faux ». On va me dire « Je ne suis pas d'accord avec ton argumentaire à tant de pourcents parce que moi j'ai fait telle expérimentation, mon expérimentation montre ça, montre que mon hypothèse est valide à 90%. » Mais il n'y a jamais personne qui va me dire « J'ai pas le droit de l'ouvrir, je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir la boîte noire. » Mes hypothèses, je n'ai pas quelqu'un qui va arriver, qui va me dire « Oui, c'était ça » ou « Non, c'était pas ça ». Je peux juste dire « J'ai fait mes analyses statistiques, moi, mon hypothèse, elle est valide à tant de pourcents. » On est aux limites des connaissances, là. C'est vraiment la limite. Je pousse plus loin, mais je peux pas avoir quelqu'un qui m'affirme c'est ça ou c'est pas ça. Ça, je pense que oui, ça vous a marqué, là, la boîte noire, quand même. Ok. Donc c'est ça, mon métier, ça consiste à me demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire sans jamais avoir le droit de l'ouvrir. Et après, une autre question importante, c'est à quoi sert la recherche? Alors, sachez tout de suite que normalement, là je me fais un peu douleur, on va dire. Normalement, quand vous demandez à un chercheur à quoi ça sert ce qu'il fait, souvent il n'est pas vraiment heureux. C'est la question normalement qu'il déteste. Mais je trouve ça justement intéressant quand même d'en parler avec vous. Alors, à votre avis, à quoi ça sert la recherche? À se développer. Oui? Faire du progrès, de l'évolution. Ok, donc là, tu es plus le côté innovation. Par exemple, c'est grâce à la recherche qu'on a nos téléphones intelligents ou nos... C'est dans ce sens-là que tu voulais le dire ou pas? On peut trouver plein de nouvelles choses par rapport à plein de domaines. Ouais, c'est l'idée, oui. Ça peut servir aussi à approfondir certaines choses qui ont été découvertes auparavant. Ouais, tout ça c'est bon, c'est ça. J'ai vu d'autres doigts levés. Oui? À évoluer. Ok, oui, en fait, évoluer, c'est juste que moi, tu sais, je suis... En tant qu'écologiste, pour moi, l'évolution, tu sais, c'est un terme vraiment... la théorie de l'évolution de Darwin et tout, tu sais, donc... J'ai du mal, le terme évoluer, je ne sais jamais quand on me dit évoluer, qu'est-ce que la personne, elle entend derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, il est connoté très écologie et biologie, ce terme-là d'évoluer. Donc je ne sais pas dans quel sens tu l'entends, évoluer. Dans le sens quoi? On a de meilleures technologies, on a... À se développer dans un terme précis. Développer. Je pense que je vois à peu près, mais je ne suis pas tout à fait sûre quand même de voir où tu veux aller. Mais vous avez dit hein, l'essentiel là. Parce que là, je parle de la recherche en général. Hein. Pas que de la recherche en écologie. Ça peut être la recherche en histoire, en sociologie, dans plein de domaines. C'est exactement, c'est ce que vous avez dit. La recherche, ça sert à créer de la connaissance. Et donc, ça sert à améliorer la compréhension dans le monde dans lequel on vit. Que ça soit en histoire, si vous connaissez mieux votre passé, vous comprenez mieux la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Que ça soit en astronomie, de comprendre l'univers. Que ça soit en ce que je fais, en écologie, de comprendre mieux la nature et l'environnement qui nous entoure. Dans tous les cas, ça sert à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Quel que soit le domaine de la recherche. Est-ce que ça vous semble logique et ça vous parle quand même? Parce que moi, je fais ce métier pour ça, là, hein, c'est parce que j'avais... Petite, j'avais toujours plein de questions, et comment ça marche, comment ça fonctionne, et machin, et un arbre, et je veux se comprendre, et c'est en gros, c'est une partie qui fait... C'est une des raisons qui fait que je fais ce métier. Parce qu'au bout d'un moment, on ne trouve plus les réponses dans les livres, ça devient énervant. Et ensuite, quand on passe, cette fois-ci, dans le contexte de l'écologie, est-ce que vous voyez une autre réponse à la question « à quoi ça sert ?» dans le contexte actuel, en parlant de la recherche en écologie? Oula, oulala, vous notez là, c'est pour ça, mais... Oh, je suis sûre qu'il y a un truc qui doit vous venir en tête assez vite, là, surtout avec les dernières semaines, oui? Le réchauffement climatique. La COP 21? Ouais. Donc ça vous paraît... Oui? Au développement durable. Ouais. Donc il y a quand même des grosses... Autour de l'écologie, vous êtes d'accord qu'on est quand même actuellement... Il y a des grosses questions de société qui se posent. Vous êtes d'accord avec moi? On a des gros défis. Comment il va falloir résoudre certaines choses quand même. Est-ce que la COP 21, ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous avez suivi un petit peu ou pas?
Ouais. Vous avez retenu quoi de la COP 21? Ils ont trouvé un accord. Ouais. Maintenant, le problème, ça va être est-ce que tout le monde va l'appliquer ou pas? Oui, il y a ça. Parce que passer un accord, c'est une chose. Ouais. L'appliquer, c'est autre chose. C'est ça. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils mettent en place les mesures? 2020. 2020, 2020, ouais. c'est un peu loin déjà. Ouais. C'est même très loin. Et ils ont des accords, ils disent ce qu'ils veulent, mais ils mettent pas forcément tout en place pour l'appliquer, on va dire. Mais c'est quand même historique parce qu'il y a les 195 pays, dont les pays en voie de développement, qui ont signé, alors que dans les précédents accords, ils n'étaient pas représentés, les pays en voie de développement. Donc pour ça, on peut dire que c'est historique. Au moins, il y a un consensus qu'il faut faire quelque chose. Et je pense que pour la COP 21, le mieux, c'est qu'il y a Le Monde qui a fait une très bonne vidéo. Quelle menace pesant sur la forêt? Oui. La sécheresse. Ouais, la sécheresse. Les animaux. Incendie, animaux. Est-ce que tu peux préciser? Les insectes, les... Ouais, mais qu'est-ce que... Parce que c'est pas une menace animale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi la menace qui est faite sur la forêt? Vu que enfin, la forêt, elle va changer. Donc, du coup, Ouais. leur habitat, ils vont changer. Ils vont devoir modifier leur mode de vie et tout. Donc, Ouais, donc en fait, on risque de perdre aussi de la biodiversité dans les forêts. Ouais, c'est tout à fait ça aussi. Oui. Il y a l'assèchement des fleuves. Oui, on va le mettre avec la sécheresse. Parce que ça dépend vraiment des lieux là. J'avoue que je ne suis pas spécialiste de ça, mais ça peut être dans des régions désertiques, ça peut être vraiment un gros problème. J'avais vu notre main levée, mais... Donc là, si je résume, on a dit les sécheresses, les feux de forêt, la perte de la biodiversité. Il y en reste un peu dont ils vous ont parlé. Voilà. Oui. L'action des hommes. Oui, on est resté deux alors, ok. Oui, l'action des hommes, mais dans quel sens? Déforestation. Ouais, déforestation. Est-ce que vous avez retenu, donc ça, ils ont plus parlé de la déforestation au niveau de la... Parce que vous avez vu, ils vous ont parlé des différents biomes de forêt. La sécheresse, ils vous en ont plus parlé, et surtout les feux de forêt pour la forêt boréale. Est-ce que vous savez pourquoi ils vous en ont plus parlé pour la forêt boréale et pas pour les autres forêts? Est-ce que vous avez une idée? Parce que ça, on ne le sait pas, on voit toujours la forêt comme... Comment? La plus menacée, non? La forêt boréale, je pense pas qu'on puisse le dire comme ça. C'est pas parce que la forêt, il y a vraiment des grosses menaces aussi qui pèsent sur la forêt tropicale. C'est juste que la forêt boréale, en fait, le feu, c'est naturel pour la forêt boréale. Et moi, j'ai découvert ça durant mes études. Moi, j'ai toujours vu le feu pour une forêt, c'est négatif. J'avais en image, vous savez, les feux de forêt dans le sud de la France, en Méditerranée, où c'est gravissime. Dans la forêt boréale, à la base, un feu, ça régénère la forêt. Il y a des cycles du feu qui se font sur plusieurs siècles, hein, souvent, et ces cycles du feu changent d'une région à l'autre, mais c'est naturel à la base. Sauf qu'avec la sécheresse, on va avoir de plus en plus de feu, le cycle va devenir de plus en plus court, et ça pose des gros problèmes, surtout qu'entre-temps, nous, on vient et on exploite la forêt boréale, on la coupe. Mais couper la forêt, et s'il y a un feu qui passe, elle va pas pouvoir se régénérer, c'est pas possible. Donc il y a ça qui joue. Donc ça, la sécheresse, ça influe aussi. Oui, au niveau de la forêt tropicale, ils ont parlé de la déforestation. Est-ce que vous avez réussi à comprendre quelles sont les trois principales causes de la déforestation? Urbanisation. Comment? Urbanisation. Bah, d'accord. Pour la forêt tempérée, peut-être. Pour la forêt tropicale, c'était pas dans les trois. Ça doit jouer localement, je suis sûre. Mais les trois plus grosses à l'échelle mondiale, l'urbanisation ne fait pas partie. Oui, vas-y. La consommation. La consommation de quoi? Des feuilles, des bois. Ah, ok, l'exploitation du bois. Ok, ouais, oui. Ils vont des palmiers pour faire de l'huile de palme. Ouais, c'est ça. En fait, on va dire ça comme ça. Il y a ce qu'ils appellent l'agriculture, mais ils comptent, dans l'agriculture, ils comptent l'huile de palme, etc. Il y a le pâturage. Et le dernier, j'ai un trou, parce qu'attendez, je les ai retenus en anglais. J'ai dit l'agriculture. Non, mais c'est ça, la déforestation, tu l'as dit, pour la production de bois. Je vais y arriver. Parfois, j'ai... oui. L'exploitation du sol.
l'exploitation du sol. Oui, c'est ça, le dernier c'est mining en anglais. Merci, je savais qu'il y en avait un que j'oubliais. C'est ça, c'est l'exploitation des minerais et aussi, mine de rien, des métaux précieux et autres aussi. Ouais, c'est les trois, en forêt tropicale, c'est les trois grandes causes. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de menaces qui pèsent sur les forêts. Ça fait partie de mes différents sujets d'études, mais vous savez bien que je ne peux pas étudier tout ça non plus. Est-ce que vous vous souvenez, je vais vous parler du même projet que l'année dernière. Est-ce que vous vous souvenez quelle espèce ça concernait et un peu quelle était la grande thématique? C'était Les érables, les graines. Ouais, les érables. Graines, je sens qu'il y en a qui ont retenu des choses, mais pourquoi les graines étaient importantes dans mon histoire l'année dernière? Oui? Il y en a qui survivent selon les étages dans la forêt, parce que c'est une colline, et il y en a qui survivaient à certains étages et pas d'autres étages survivaient pas. Je vais aller vite aujourd'hui, plus vite cet après-midi que ce matin, parce que vous êtes au taquet. Ouais, le contexte général, c'est la migration des arbres. C'est ce que vous voyez dans la cohorte 21, il vous expliquait qu'il y a 30% dans la vidéo, qu'il y a 30% de la biodiversité qui va disparaître, mais que pour les espèces les plus mobiles, il y en a déjà qui se sont déplacées. Bon, les arbres, ça ne fait pas partie des espèces les plus mobiles, hein, je le dis tout de suite, mais elles se déplacent quand même vers le nord. Mais justement, la question c'est ça, à quelle vitesse est-ce qu'il faut, ce qu'on appelle faire de la migration assistée, est-ce qu'il faut aider ou non le déplacement de certaines espèces? Donc, vous vous souvenez un petit peu, juste pour vous remettre dans le contexte, hein, vous vous souvenez que la répartition actuelle de l'érable à sucre, c'est le sud des États-Unis, non, le nord des États-Unis, le sud du Canada et à l'est. Le Québec est là. Là même. Ok? Et par rapport à la dernière fois où je vous ai vu, ce qui a changé, c'est que là, je suis en train de rédiger l'article. Il est vraiment presque fini. Il va être soumis dans un mois à peu près. Alors, je pense que je vous en avais parlé un petit peu. Mais en recherche, ça se passe comme ça. Une fois que vous avez fait vos expérimentations, vous écrivez un article scientifique que vous soumettez à des revues, comme celle que je vous ai montrée. Mais bon, le jour où je publie dans Science, je vous jure, je sors le champagne, je fais la fête et tout, parce que c'est le Graal pour un chercheur de publier là-dedans. Donc, ça sera plus confidentiel là pour l'instant, mais quand même, mon étude, elle va être pour de l'écologie, dans une revue qui est vraiment haute. Là, je suis vraiment contente pour cette étude-là. Sauf que vous ne publiez pas ça comme ça, là. Les éditeurs de revues scientifiques, ils ne prennent pas votre truc, ils disent ok c'est bon, on publie. Non, non, l'éditeur il va voir ça, il fait ok, vous êtes dans le... Nous publions ce type d'études dans notre journal, on va envoyer ça à vos pairs, c'est-à-dire à d'autres chercheurs qui vont relire l'article et qui vont juger de la qualité de la recherche scientifique. Est-ce que le protocole est bon? Est-ce que les interprétations sont bonnes? Est-ce que je fais référence aux bons chercheurs, aux bons scientifiques par rapport aux hypothèses que je développe? Est-ce que j'ai carrément oublié un truc très important? Ou est-ce que je peux interpréter ça comme ça? Ou, voilà, c'est vérifié là, vous ne publiez pas ça comme ça. Ça va vraiment être contrôlé avant d'être accepté pour publication. Et à votre avis, pourquoi on publie des articles scientifiques? Pourquoi une fois que j'ai fait ma recherche, à la limite, moi je sais ce que j'ai trouvé. Je pourrais m'arrêter là. Hein. Pourquoi je vais plus loin et je publie? Oui? Pour informer les lecteurs. Ouais. Et est-ce que toi tu le lis? Non. Non. C'est plus pour informer les autres chercheurs, souvent dans mon domaine, voire dans des domaines plus larges. Et quand il y a des grosses découvertes, vous en entendez parler parce que vous avez des journalistes scientifiques qui reprennent, eux, ils vont lire ça. Et eux, ils vont vous le diffuser. Mais c'est rare que vous alliez à la source. Mais à votre âge, je n'allais pas lire ça, je ne savais même pas que ça existait. Je vous rassure. Hein. Donc voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puis je vois que vous vous souvenez de ça, donc ça va aller vite. Vous allez voir, là, il y a des diapositives en noir. Il y a 6 mois, j'ai présenté les résultats justement de ce projet de recherche-là dans un colloque qui était en français. Donc je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir vous présenter ça. Je vais présenter en un quart d'heure. Donc je vous rassure, je ne vais pas vous le faire en un quart d'heure. Entre-temps, je vais rajouter des diapos avec du détail, etc. Mais vous allez voir qu'au final, quand même, les termes scientifiques d'écologie ne sont pas vulgarisés. Vous allez voir dans cette présentation, parce que j'étais en face de chercheurs en écologie,
Mais il y a quand même certaines choses qui sont accessibles parce que moi, dans mon auditoire, j'avais peut-être des gens qui étaient spécialisés en océanographie ou en recherche sur un autre domaine en écologie. Ils ne connaissent pas forcément les arbres aussi bien que moi. Et moi, s'ils me présentent leur recherche sur les baleines, s'ils ne me décrivent pas 2-3 trucs de base, je ne suis pas spécialiste de la physiologie de la baleine. Hein. Donc on est d'accord que même entre chercheurs, on fait un effort pour se comprendre mutuellement, sinon on n'y arrive pas. Donc, vous vous souvenez du Mont Saint-Joseph? Vous vous souvenez qu'on a la forêt tempérée vers les basses altitudes qui est dominée par l'érable à sucre, et plus on monte en altitude, plus on arrive vers la forêt boréale. Et qu'entre les deux, on a la forêt mixte. Le contexte, on en a déjà parlé. Je vais aller un peu plus vite. Alors là, surtout, vous n'hésitez pas à crier des stop. Vous allez trop vite. Surtout, hein. Bon, pour l'instant, je vois que ça n'a pas l'air de... Donc, je vous ai présenté l'aire de répartition. Donc là, c'est la même carte. Vous avez en jaune et en vert l'aire de répartition actuelle. Et si on regarde le bioclimat, donc est-ce que vous vous souvenez ce que c'est que le bioclimat d'une espèce? Ah, ça c'est du terme. Oui. Son environnement? Non, pas tout à fait. Le bioclimat d'une espèce, c'est le climat qui est favorable à cette espèce, en fait. Donc là, en bleu et en vert, vous avez dans 100 ans le climat qui serait favorable à cette espèce, donc à l'érable à sucre. Mais ça ne veut pas dire que dans 100 ans, l'érable il sera là. Parce qu'en 100 ans, il faut quand même qu'il arrive à migrer jusque-là. Et c'est là où on a le grand point d'interrogation, et c'est dans ce contexte-là que s'inscrivent mes recherches. Est-ce que le sol il sera favorable au déplacement de l'érable à sucre? Est-ce qu'il n'y aura pas, je ne sais pas, imaginons, là il y a un prédateur qui n'existe pas actuellement dans l'aire de répartition actuelle de l'érable à sucre. Si là il y a un prédateur, le climat il a beau être favorable, si le prédateur il est là, il n'arrivera jamais à arriver. Hein. Oui, j'entends des... Il y a d'autres prédateurs pour les arbres, tu parles les oiseaux, les rongeurs, les insectes, les bactéries, les virus, les champignons. Je sais pas si j'oublie. Oui, après c'est parce que je veux pas rentrer dans les détails, mais parce que je suis pas spécialiste de la faune du sol, mais tout ce qui est vers de terre, araignée, tout ça, ça rentre pas. Escargot, c'est... Voilà, je crois que c'est dans les mollusques, bref. Si on rentre dans la catégorie, et je vous dis tous les groupes des prédateurs, on n'a pas fini, mais il y en a beaucoup, il y a plus que les oiseaux. Oui? Est-ce que d'autres arbres pourraient être dangereux pour ces arbres-là? Ouais, c'est une super question. Oui, dans le sens où si tu as un autre arbre qui vit exactement avec les mêmes ressources que l'érable à sucre, par exemple, ils veulent, je sais pas, c'est hypothétique, hein, c'est un exemple, c'est pas la réalité, mais ils veulent tous les deux de l'eau. Je crois que je vous avais pris cet exemple-là l'année dernière, que vous avez soif, vous allez chercher un verre d'eau, vous le posez sur la table, votre voisin arrive, boit le verre d'eau. L'eau, elle est disponible dans le milieu, mais vous n'y avez pas accès parce que c'est votre voisin qui boit toute l'eau que vous ramenez. C'est pareil pour les arbres, que ce soit pour la lumière, l'eau, etc. Quelquefois, la ressource est disponible dans le milieu, mais il y a, on appelle ça un compétiteur, qui arrive et qui lui, il prend la ressource, puis il a une meilleure, ce qu'on appelle une meilleure capacité de, je sais pas, de pomper l'eau, ou là je vous invente pour l'instant, mais c'est l'idée. C'est exactement ça. Et en fait, on vient de faire toutes mes diapos suivantes, ça va aller vite. Alors là, c'était juste, parce que là, je vous dis, hein, je fais la présentation comme je l'ai faite en colloque. Donc en colloque, j'explique qu'il y a déjà d'autres chercheurs qui ont montré que, effectivement, les espèces d'arbres ont migré vers le nord ou vers les plus hautes altitudes, mais qu'ils ont également montré qu'ils migraient beaucoup moins vite que le déplacement de leur bioclimat. Et donc il y a un décalage temporel entre le déplacement du bioclimat des espèces d'arbres et leur migration effective. Est-ce que ça, vous vous souvenez? Parce que ça, c'est important, hein, au niveau du contexte. Oui? Ok. Et on vient d'expliquer pourquoi... Donc en gros, avec les questions, là, notre petite discussion, on vient d'expliquer en gros pourquoi il pouvait y avoir un décalage. On a évoqué plusieurs choses, mais il en manque une quand même, puis c'est celle qui est affichée là. Pourquoi, à votre avis, il y a ce décalage? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Oui. La dispersion des graines. Voilà. Je sais qu'on en a déjà parlé l'année dernière, je ne suis pas sûre de vous avoir montré ce graphe-là, mais j'ai dû avoir... On a dû déjà en discuter ensemble. Mais c'est ça.
il y a déjà la première étape, c'est que vous pouvez avoir un arbre adulte, mais s'il ne fait pas de graines, s'il n'est pas fécond, là, ça ne marchera pas. Là. Donc la première étape, c'est déjà ça, c'est que vous ayez ce qu'on appelle une pluie de graines. Ensuite, la dispersion. Vous vous souvenez que ça dépend des arbres. Notre érable à sucre, il fait ses hélices, là. Donc lui, il se disperse par le vent, mais donc ça peut aller plus ou moins loin. Et vous savez qu'un chêne, c'est un gland, ça tombe en bas de l'arbre. Après, il peut y avoir une espèce, souvent un oiseau ou un rongeur qui la balade un peu plus loin, mais pas à plus d'1 kilomètre à peu près. Donc vous savez que ça dépend des espèces et que ça va dépendre aussi des obstacles que la graine elle rencontre sur sa route. Hein. S'il y a un lac, une ville, une montagne, elle va aller plus ou moins loin. Donc, une fois qu'on a notre graine qui arrive, il forme ce qu'on appelle une banque de graines. Dans cette banque de graines, c'est pas obligé que notre graine, elle germe tout de suite. Elle peut germer 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et en fait, un grand nombre d'entre elles vont jamais germer. Jamais germer. Okay. Et en fait, vont mourir. Donc vous avez un fort taux de mortalité à cette étape-là. Et ensuite, c'est ce qu'on a déjà discuté. De la graine, si elle germe, on va avoir un semis. Cette étape-là, ça s'appelle l'établissement. Au niveau du semis, vous avez à cette étape-là aussi beaucoup de mortalité. Et cette mortalité-là, elle est due exactement ce qu'on vient de dire. Soit il n'y a pas le bon climat, le sol n'est pas bon, la topographie, parce qu'une graine, vous pouvez être un bon climat, un bon sol, tout va bien, mais alors elle est tombée sur un rocher, un truc à pic et tout, je veux dire, elle est un peu... elle germera jamais, quoi. Ensuite, votre semis, il grandit, il croît, ça donne un gaulis. Un gaulis, c'est pas encore un arbre adulte fécond, mais c'est plus un semis tout petit, c'est entre les deux, en fait. Et ensuite, ça donne un arbre adulte. Et toujours, ces 3 étapes-là sont toujours conditionnées par la survie du semis, du gaulis et de l'arbre, par rapport au climat, au sol, ce qu'on a dit, aux prédateurs, aux compétiteurs, tous ceux dont on vient de parler. Et donc, à chaque étape, vous avez la mortalité. Est-ce que ça, on est correct? On est correct, comme diraient les Québécois? Ouais, ok. On est correct, oui. Bon, alors, je pense que vous vous souvenez du Mont Saint-Joseph. On a nos 3 zones. Donc, en bas, jusqu'à 750 mètres, on a notre forêt tempérée, dominée par des érables à sucre, donc ce sont des feuillus. Ensuite, de 750 mètres à 850 mètres, on a la forêt mixte, c'est-à-dire qu'on a encore un peu d'érable à sucre, mais au fur et à mesure, il y a des sapins qui apparaissent, etc. Il y a des conifères. Et au-delà de 850 mètres, oui, on a la forêt boréale dominée par le sapin baumier. Il y a aussi un peu d'épinettes. Est-ce que l'épinette, ça vous parle ou pas du tout? Comment? L'épinette, c'est de l'épicéa en fait. C'est juste que les Québécois gardent le mot épinette et moi j'ai tendance à garder les mots québécois maintenant. Ok. Juste parce que toute la suite, ça va être avec ces termes-là, within, edge et beyond. C'est les termes anglais. Within en anglais, ça veut dire au sein de. Ça veut dire au sein de l'aire de répartition de l'érable à sucre. S'il vous plaît. Ouh, je suis là. Hein. Entre edge, ça veut dire au bord de en anglais. Ça veut dire au bord de l'aire de répartition de l'érable à sucre. Et beyond, ça veut dire au-delà de. Ça veut dire au-delà de l'aire de répartition de l'érable à sucre, puisqu'on est au niveau de la forêt boréale. Est-ce que ça, vous êtes tous OK avec ça? Ok. Parce que ces 3 termes-là, je vais tout le temps les utiliser. Donc là, je voulais juste vous remontrer, mais je pense que c'est à vous l'année dernière que j'avais montré ça, les photos du site. Oui. Hop. Donc vous vous souvenez, la forêt tempérée, elle ressemble à ça. Ça, c'est les érables à sucre. Ça, c'est du bouleau jaune, qui ressemble au bouleau que vous connaissez là, sauf que l'écorce, elle est vraiment dorée jaune, ils sont vraiment beaux. Ça ressemble à ça. Vous vous souvenez que je faisais ce type de photographie qui prend la canopée? Oui, pour voir l'évolution avec les feuilles et tout ça. Donc pris au tout début du printemps quand ils n'ont pas encore de feuilles et au fur et à mesure quand les feuilles apparaissent. Et là on est en juin, la canopée s'est fermée, les feuilles sont toutes sorties. Ouais, je sens que personne n'est perdu. Ok.
Ensuite, j'avais, voilà, pareil pour la forêt mixte. Donc la forêt mixte, on commence à voir ici qu'il y a des conifères qui apparaissent. Il y a encore quelques feuillus. Et le sous-bois, il est un peu différent, il y a plus de fougères. Et au niveau de la forêt boréale, eh ben, ça évolue presque pas au cours de la saison, puisque forcément, il y a un ou deux feuillus isolés qui se baladent, mais c'est dominé par des conifères. Et donc, ça ressemble à ça. Et au cours de la saison, forcément, vous savez que les conifères, ils vont garder leurs aiguilles. Ok, donc ça, vous vous souvenez. Ok, parfait. Donc ça veut dire que la suite, vous vous souvenez aussi. Alors, attendez, on va remettre ça comme ça. Donc en fait, vous vous souvenez que la question, c'est quand même de se poser pourquoi la limite altitudinale supérieure de l'érable à sucre, elle est là, vers 750-850 mètres. Pourquoi elle n'est pas plus bas ou plus haut? Oui? Oui? Quand vous posez une question et que vous trouvez la réponse, c'est faux. Est-ce que vous oubliez quand même? Attends, vas-y, répète. Quand je trouve la réponse, est-ce que je publie ou pas? Si vous trouvez une réponse sur quelque chose, mais que c'est faux, est-ce que vous publiez ou pas? Ah, tu veux dire si tu réfutes ton hypothèse? Ah bah c'est une très bonne question, parce qu'en fait, normalement... Alors attention, là on va faire la théorie et ce qui se passe en réalité. Dans un monde parfait, tu publies, parce que c'est quand même une avancée. T'as mis une hypothèse, puis t'as dit, ah bah en fait elle marche pas. Même si ça marche pas, t'as quand même... Si je vous redis par exemple je sais pas, la boîte. Imaginons l'exemple de la boîte noire. Imaginons dans la boîte noire c'est un aimant. Votre hypothèse c'est dans la boîte noire c'est un aimant. Comment je teste ça? Je prends quelque chose de métallique et je le colle. Bon et là vous faites ça marche pas. Vous sentez que vous n'avez pas de contact. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça ne s'aimante pas avec la boîte noire. Ça veut dire que vous éliminez de votre liste que c'est un aimant. Donc vous avez quand même fait avancer le débat. Oui? Oui. Ça, c'est la théorie. C'est un oui convaincu ou un oui non convaincu? Convaincu. C'était ta question? Donc, ça, c'est dans la théorie, normalement dans la science, dans un monde parfait, tu publies. Sauf que dans la réalité, on va essayer de le publier, mais c'est beaucoup plus dur pour que l'article soit accepté, parce que souvent on considère que ça ne fait pas assez avancer les choses.